Vladimir Poutine réorganise complètement la stratégie militaire dans la guerre contre l'Ukraine. Au moment où Vladimir Zelensky se plaint que les alliés occidentaux refusent délibérément de fournir à l'Ukraine suffisamment de missiles pour se défendre contre les attaques balistiques russes afin de pousser Kiev à faire des concessions pour mettre fin à la guerre. Le dictateur russe Vladimir Poutine a nommé le chef d'une nouvelle unité chargée de l'utilisation des drones, sur le modèle des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote. Il a également procédé à des remaniements parmi plusieurs autres commandants, alors que Moscou tente de relancer sa campagne déclinante en Ukraine. Au même moment, la Corée du Nord transfère à la Russie des dizaines de missiles balistiques, ainsi que des lanceurs et des spécialistes. Ainsi, la Russie s'approvisionne en tout. Elle compte de plus en plus sur les missiles balistiques nord-coréens, exploitant l'une des plus grandes faiblesses de la défense antiaérienne ukrainienne, en particulier le manque de ces mêmes missiles intercepteurs pour les systèmes patriotes. Si les livraisons en provenance de la RPDC continuent d'augmenter, Moscou pourra mener des frappes massives beaucoup plus longtemps que ce que ses propres capacités de production lui permettraient. Ce qui suffit pour, au moins, 100 missiles balistiques par mois. Au même moment, la Lituanie a averti de la préparation d'une vaste provocation militaire russe en Europe. Parallèlement, la fourniture de renseignements par les États-Unis à l'Ukraine, heureusement, est revenue à ses niveaux élevés précédents. Ainsi, l'équipe de Trump a cessé de limiter artificiellement l'échange de données. Et cette nouvelle permet à l'Ukraine de porter des frappes massives contre le secteur énergétique russe et la logistique. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de tous ces sujets, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vérifiez tout de suite sous la vidéo si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Si c'est le cas, un grand merci de ma part. Si vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, prenez une seconde de votre temps s'il vous plaît. C'est très important pour nous, nous approchons des 300 000 abonnés. Donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement et chaque like de votre part. Alors, comme vous le savez, malheureusement, les forces ukrainiennes n'ont pas réussi à abattre un seul missile balistique russe dans la nuit du 5 août, lors d'une nouvelle attaque massive de la Russie contre l'Ukraine. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela arrive, car les attaques précédentes se sont également terminées sans qu'aucun missile balistique russe ne soit abattu. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cela est la conséquence d'une forte baisse des livraisons de systèmes antimissiles de la part des partenaires, y compris les États-Unis d'Amérique. Zelensky a déclaré clairement que les partenaires disposent de missiles, mais qu'ils ne se précipitent pas pour les fournir, et il soupçonne qu'ils le font tout à fait consciemment, afin de simplement pousser l'Ukraine à faire des concessions. Si les Ukrainiens ne peuvent pas se défendre contre les missiles balistiques, ils finiront par se lasser des bombardements et feront des concessions. Le problème est que l'Ukraine dépend des systèmes de défense aérienne patriotes développés aux États-Unis, comme de son seul moyen d'abattre les missiles balistiques russes, et jusqu'à récemment, un grand nombre d'entre eux étaient tout de même interceptés. Cependant, les missiles intercepteurs de ce système sont en pénurie, en partie à cause du grand nombre utilisé pendant la guerre des États-Unis avec l'Iran. Quant au gouvernement européen, ils hésitent à transférer davantage de leur système patriote, par crainte que cela puisse affaiblir leur propre défense. Ils redoutent qu'en transférant ces stocks à l'Ukraine, les Américains ne les reconstituent pas. Plus tôt cette année, l'administration du président américain Donald Trump a déjà poussé plusieurs pays européens à envoyer à Kiev leurs missiles européens pour les systèmes patriotes. Mais certains ont refusé, à cause de ces mêmes craintes, en pensant que s'ils donnent, il ne leur restera plus rien. Et maintenant, même dans l'équipe du président Zelensky, ils disent qu'il y a tout simplement plus d'intercepteurs en ce moment. Et dans les prochains mois, il sera peu probable d'en trouver une quantité significative. Et le problème, c'est que même si l'Ukraine recevait un certain nombre de ces missiles intercepteurs, cela ne serait toujours pas suffisant. Parce que la Russie dispose de beaucoup plus de missiles balistiques. Selon les dernières estimations, la Russie est capable d'en produire 100 par mois. En fait, selon les calculs basés sur les données des forces armées ukrainiennes depuis le début de cette année, c'est-à-dire qu'un peu plus de 6 mois se sont écoulés,
la Russie a tiré sur l'Ukraine 650 missiles balistiques. C'est plus que ce que la société américaine Lockheed Martin a produit de missiles intercepteurs PAC-3 pour toute l'année dernière. C'est-à-dire que l'industrie américaine n'arrive même pas à suivre les besoins de l'Ukraine seule. Et n'oubliez pas, Donald Trump a aussi une guerre au Moyen-Orient. Là-bas, les Américains gaspillent ces missiles sans réfléchir, par centaines. Mais le problème prend maintenant encore plus d'ampleur. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la Corée du Nord a transféré à la Russie plus d'une centaine de missiles balistiques, ainsi que ses propres spécialistes et lanceurs. La direction principale du renseignement ukrainien a indiqué qu'à l'ouest de la Russie, une unité de missiles nord-coréenne composée d'environ 90 soldats nord-coréens a commencé à être déployée, équipée de 120 missiles balistiques et de 6 lanceurs. De plus, la Corée du Nord avait déjà envoyé en Russie un lot de 40 missiles balistiques nord-coréens, KN-23 et KN-24. Et maintenant, l'utilisation par la Russie de missiles nord-coréens offrira à la Corée du Nord la possibilité de mener des essais sur le terrain et d'obtenir des retours pour améliorer ces mêmes missiles. Dans le même temps, l'ajout d'un plus grand nombre de missiles nord-coréens à l'arsenal de la Russie lui permettra très probablement d'intensifier encore davantage les frappes de missiles balistiques contre l'Ukraine dans un avenir proche. Sans avoir à puiser dans ses réserves critiques, mais cela entraînera également des destructions plus importantes en Ukraine. Pourquoi cela ? Parce que les missiles nord-coréens, en particulier les missiles balistiques KN-23 et KN-24, ont une charge utile plus importante, mais une précision moindre. Et par conséquent, ils provoqueront des destructions et des pertes plus importantes, surtout parmi la population civile. Il est donc déjà évident que le Kremlin mise précisément sur les missiles balistiques, car il reste l'une des cibles les plus difficiles pour la défense antiaérienne ukrainienne. Si la Russie n'a pas réussi à augmenter de manière significative la production de ses propres Iskander, alors les livraisons supplémentaires de missiles en provenance de la RPDC permettent de compenser entièrement ce déficit. En conséquence, les villes ukrainiennes, l'infrastructure énergétique et d'autres, je souligne des sites civils, se retrouvent menacés. Cependant, le principal danger ne réside pas dans un nouveau lot de missiles en provenance de la Corée du Nord, non. Il y en a 120. Ce n'est pas le danger principal. Mais dans le fait que la Russie obtient en réalité l'accès aux capacités de production de la Corée du Nord. Et maintenant, il y a un grand risque que, oui, les drones ukrainiens détruisent les usines militaires en Russie même, qui détruisent le complexe militaro-industriel russe. Mais cela n'exclut pas le fait que la Russie déplacera simplement sa production, y compris en Corée du Nord. Et elle va simplement intensifier la production de ces missiles balistiques nord-coréens là-bas, et elle va y investir. En même temps, Vladimir Poutine apprend tout de même de l'Ukraine et tire des leçons de ses erreurs. Et voilà que récemment, Poutine a nommé le chef d'une nouvelle unité chargée de l'utilisation des drones. Et il a procédé à des remaniements parmi plusieurs autres commandants, car Moscou tente de relancer sa campagne déclinante en Ukraine. Le Wall Street Journal écrit aujourd'hui que cet été, le rythme de progression du Kremlin a ralenti, jusqu'à atteindre son niveau le plus bas de ces dernières années. Bien que les blogueurs militaires russes critiquent les actions de l'armée russe, Vladimir Poutine insiste toujours sur le fait que la Russie progresse sur la ligne de front, malgré plusieurs contre-attaques ukrainiennes réussies, ayant repoussé les troupes russes de positions clés. Les troupes russes ont obtenu de petits succès dans la partie orientale du Donbass, où elles s'approchent progressivement des villes les plus importantes, qui sont encore sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Il s'agit de Slaviansk et de Kramatorsk. Et dans ce contexte, Vladimir Poutine change de commandant. Il copie également entièrement les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote. Ils ont désormais cette unité, et aujourd'hui, un nouveau commandant y a été nommé. La Russie est clairement en retard sur l'Ukraine dans le développement de méthodes efficaces d'utilisation des technologies de drones. En même temps, Kiev bénéficie du soutien financier et des ingénieurs occidentaux, ce qui est évident. La Russie travaille à attirer un plus grand nombre d'opérateurs de drones.
mais elle est de plus en plus confrontée à des difficultés pour maintenir le rythme de développement des systèmes de drones. Et c'est pourquoi Poutine a commencé à miser précisément sur ce type de troupes dans l'espoir de rattraper le retard. Et dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a appelé les Russes sauvages à se préparer à une guerre longue, très longue. Car dans un avenir proche, il ne sera pas possible de régler la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré publiquement Rodion Mirochnik, ambassadeur chargé de mission spéciale au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Selon lui, c'est prétendument l'Occident qui a misé sur la poursuite de la guerre et, je cite, « un refus total des moyens d'atteindre un règlement pacifique ». C'est pourquoi toutes les tentatives de dialogue se heurtent à la volonté intransigeante des Européens de faire échouer toute possibilité d'accord. Il est peu probable que cette tendance puisse être inversée dans un avenir proche. L'Europe continuera de financer l'Ukraine. Et, dit Mirochnik, de notre côté, nous devons être prêts à mener des actions militaires sur le long terme, mais avec une stratégie réfléchie. Donc comme vous l'avez compris, selon les propos de Mirochnik, en Russie, on ne fait que se plaindre. Que l'Europe, vous vous rendez compte, continue d'aider l'Ukraine, c'est-à-dire la victime de cette guerre. Et cela, selon les Russes sauvages, serait la raison pour laquelle la guerre continue. Au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, ils ont dit « Si tout le monde abandonnait l'Ukraine, si les Européens refusaient d'aider les Ukrainiens et qu'ils ne pouvaient plus se défendre, alors, écoutez, les Russes auraient depuis longtemps complètement envahi l'Ukraine et la guerre serait terminée. » Mais là, mince. Vous imaginez, les Européens continuent de soutenir l'Ukraine, et ça, il faut juste comprendre la logique de pensée des Russes incultes. C'est, selon eux, la principale raison pour laquelle la guerre continue. On me dit, vous imaginez, l'Ukraine continue d'être soutenue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils ne soutenaient pas, tout serait déjà terminé depuis longtemps. Et ici, je rappelle que le mois dernier, ce nabot chauve Vladimir Poutine a de nouveau laissé entendre qu'il comptait sur la poursuite de la guerre. Lors d'une rencontre avec les députés de la Douma d'État, il a déclaré que les dépenses militaires resteraient l'une des priorités lors de la préparation du budget fédéral, au moins jusqu'en 2029. En même temps, Vladimir Poutine a accusé qui? Bien sûr, les pays occidentaux d'avoir lancé la machine russophobe et a assuré que les autorités russes étaient prêtes à riposter fermement à toute démarche hostile. Ici, je fais une digression lyrique, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à tomber plus souvent sur des vidéos sur les réseaux sociaux où, parce qu'on a commencé à leur refuser massivement des visas pour la zone Schengen, autrement dit, on a commencé à leur refuser l'accès à l'espace Schengen, et ils se plaignent. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les Russes ne sont-ils pas autorisés à entrer en Europe? On ne colle pas de visa dans leur passeport russe. Et là, vous savez, ma logique s'est un peu effondrée. D'un côté, ces Russes sauvages affirment que l'Europe est européenne à leur façon. Là-bas, il y a une machine russophobe, comme le dit Vladimir Poutine. Là-bas, on déteste les Russes. L'Europe, c'est mauvais. Et pourtant, ces Russes veulent aller en Europe. Qu'est-ce que vous allez y faire? On ne vous a pas donné de visa et ils ont bien fait. Pourquoi vous pleurez? Et surtout, où est-ce qu'ils pleurent? Sur les réseaux sociaux américains. Allez sur Max, non? Allez sur Max, là-bas vous pourrez pleurer. Là-bas, peut-être que Poutine verra et pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Désolé pour cette digression. Pendant ce temps, le renseignement militaire lituanien a déclaré qu'il disposait d'informations selon lesquelles Moscou envisageait la possibilité de frapper des sites stratégiques dans les pays baltes en utilisant des drones ukrainiens, pour qu'elle puisse nier toute implication dans une attaque contre le territoire de l'OTAN. Je vais maintenant citer le ministre de la Défense de la République, Roberto Sakaunas. Nous disposons d'informations selon lesquelles la Russie envisage la possibilité de mener des attaques cinétiques conventionnelles contre des infrastructures critiques dans la région de la Baltique. Il est tout à fait probable que la Russie puisse utiliser à cette fin des drones de fabrication ukrainienne. Je vous rappelle également qu'auparavant, un certain nombre de responsables russes avaient déclaré que les pays baltes participaient prétendument déjà aux frappes menées par l'Ukraine contre les infrastructures russes,
prétendument en ouvrant leurs couloirs aériens aux drones. Mais ici, la logique s'effondre complètement. Si on réfléchit un peu, tous ces fonctionnaires déclarent que 3 pays ouvrent leurs couloirs aériens aux drones ukrainiens. Ce sont la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. La question est, comment les drones ukrainiens sont-ils censés entrer dans ces pays? Eh bien, selon leur logique, probablement via la Pologne. Mais ils ne mentionnent pas la Pologne, ils n'en parlent pas du tout. Peut-être via la Biélorussie? Parce que la Biélorussie, alors pourquoi elle ne réagit pas du tout? Ou peut-être qu'ils passent quand même par la Russie, puis pour une raison quelconque font un détour par les pays baltes et partent de là. En gros, si on utilise ne serait-ce qu'un peu de logique, tout ce schéma s'effondre. Et voilà, le ministre de la Défense de la Lituanie, Kaunas, a noté que les Russes pourraient assembler ce qu'on appelle un faux drone ukrainien à partir de fragments d'autres drones ukrainiens qu'ils ont réussi à abattre ou dont ils ont besoin. Le ministre a jugé ce scénario le plus réaliste parmi les possibilités. Et je vais terminer cette édition quand même par une nouvelle positive, elle est la suivante. La Cour suprême de Suède a décidé aujourd'hui de transférer à l'Ukraine le navire de charge Kafa, qui faisait partie de la flotte fantôme de la Fédération de Russie, qui a été arrêté en mars au large de la côte sud de ce pays. Il faut comprendre que cette décision symbolique de la Cour suprême de Suède de transférer à l'Ukraine un navire de charge est un précédent important, qui pourrait servir d'exemple pour les autres pays européens. Un navire de la flotte fantôme, c'est une épave totalement illégale qui navigue dans les eaux européennes. C'est pourquoi il faut les arrêter, les confisquer, renvoyer les Russes chez eux et rendre le navire à l'Ukraine. Sinon, on peut au moins le vendre à la ferraille pour gagner de l'argent. Et dernièrement, ce navire pouvait transporter du grain depuis les territoires occupés de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il transportait aussi du grain volé. Les autorités suédoises ont arrêté le navire Kafa à la demande du parquet ukrainien. Au final, tous les procès ont déjà eu lieu, il y a eu des appels, etc. Et maintenant, ce navire appartient officiellement à l'Ukraine. Comme on dit, c'est peu de choses, mais ça fait plaisir. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec un don ou un abonnement de soutien directement ici sur la plateforme YouTube, sur la plateforme Patreon ou Buy Me a Coffee. En général, tous les liens et coordonnées de paiement sont dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime et appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.